Nous sommes dans la joie d'être avec vous dans ce numéro de Plateau des leaders. Aujourd'hui, nous allons recevoir le docteur Fouelo Pierre Fumu Mumbala. Il est médecin, n'est-ce pas? Il est docteur, ophtalmologue, promoteur de la clinique royale à Gombe. Il est le président international du Full Gospel en charge d'Afrique. C'est aussi un ancien président du Full Gospel, président national. Il est également secrétaire général de l'ASBEL Congondé, administrateur de Leadership Academy. Voilà plusieurs casquettes. Bonjour, docteur. Bonjour, pasteur. Alors, nous sommes dans la joie d'être avec vous. Je ne sais pas si j'ai présenté toutes vos casquettes. Je ne sais pas. Bon, je pense que vous en avez même parlé un peu trop. Je pense que peut-être que ce que vous n'avez pas dit, que j'étais congolais aussi. Ah, bien sûr, bien sûr. Quand on s'appelle Fumu Mumbala, ça veut dire qu'on est vraiment congolais. Alors, docteur, aujourd'hui, nous allons parler du leadership visionnaire. Vous savez que dans notre monde aujourd'hui, très peu de gens ont des préoccupations futuristes, hein, surtout à Kinshasa, où on parle de Kilelo, Bukalelo, Lambalelo, Lialelo, et puis Inc et Nunc. Ça veut dire que les préoccupations du futur, parfois, sont mises à côté. Alors, quand on est leader visionnaire, je crois qu'on voit les passés, le présent et les futurs. Alors, vous êtes un coach en leadership, n'est-ce pas? Nous avons voulu un peu aujourd'hui, avec vous, aider la population, le peuple de Dieu, à connaître la quintessence du leadership visionnaire. Quand on parle de leadership visionnaire, on vise quoi? En fait, lorsqu'on parle du leadership visionnaire, c'est ce leadership-là qui permet à ce que l'on puisse se projeter dans l'avenir, pas dans un avenir tout court, dans un meilleur avenir pour toute sa communauté. Parce que le leader, en fait, qui doit influencer ceux qui sont autour de lui, qui doit influencer sa communauté, doit les influencer positivement pour un meilleur futur. Donc, dans le leadership visionnaire, c'est ce leadership-là qui doit amener toute la communauté vers un meilleur futur pour tous. Pas pour quelques-uns seulement, mais pour tous, pour toute la communauté. Ça veut dire que lorsqu'on parle d'un leader visionnaire, c'est quelqu'un qui voit un peu plus loin, n'est-ce pas? Quelqu'un qui anticipe, n'est-ce pas, par rapport au commun des mortels. Oui, au-delà d'anticiper, il n'anticipe pas seul. Donc, ça dit qu'avec tous ceux devant lesquels il est, il influence tout le monde vers une direction futuriste. Mais cette direction futuriste-là doit être un meilleur futur. Pas un futur moins bon. C'est comme nous disons dans notre hymne national, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Mais bien qu'on ne l'a jamais bâti, ces pays-là, c'est toujours dans les futurs. Alors, je comprends bien que le leader visionnaire, c'est lui qui se serve des observations du présent et pour répondre aux besoins du futur. Donc, c'est quelqu'un qui est planificateur. Donc, on peut parler du leader planificateur. Oui, le leader visionnaire est un leader qui est planificateur. Parce qu'il doit anticiper, il doit mobiliser les ressources, il doit savoir où il va. Parce que avant même qu'il puisse demander aux autres de le suivre, le leader visionnaire doit lui-même savoir où il veut aller. Donc lui-même doit savoir c'est où qu'il veut aller avant de demander à d'autres de le suivre. Alors, ce qui m'amène à vous poser la question de savoir, alors quel est le rôle, de façon pratique, du leader visionnaire? Le rôle dans la société? En fait, dans la société, le leader visionnaire, c'est celui qui sait mobiliser, c'est celui qui sait influencer tous ceux qui sont autour de lui pour un idéal commun de la société, pas seulement pour les besoins d'aujourd'hui, pas seulement pour les besoins de demain, mais aussi pour les besoins des générations futures. Le leader ne doit pas se projeter dans un temps limité correspondant à la durée de son mandat ou de sa vie. Parce que le leader visionnaire, c'est celui qui doit léguer un héritage à sa communauté. Donc, il doit voir au-delà de lui-même. Alors, est-ce qu'au Congo, de par votre expérience, est-ce que ces gens de leaders-là,
qui voient un peu les futurs, qui s'organisent pour les futurs. Est-ce qu'il y en a encore? Parce que dès qu'on voit les combats auxquels se livrent les acteurs politiques, les leaders aujourd'hui, on se dit, est-ce que les gens ont besoin, savent vraiment qu'il y a un futur qu'il faut planifier, qu'il faut un héritage pour les gens? C'est comme si les gens veulent les lots, aujourd'hui, c'est aujourd'hui, les demain, c'est parce qu'au Congolais, au Congo, de par votre expérience, c'est facile d'être leader visionnaire. Est-ce qu'il y en a d'abord? Oui, les leaders visionnaires au Congo, il y en a. Parce qu'en fait, quand quelqu'un est leader, chaque leader a un certain rayon d'action. Ça peut être au niveau familial, au niveau communal, au niveau d'un district, d'une province ou d'une nation. Donc les leaders visionnaires, il y en a. Mais le problème qui se pose, c'est que là, vous faites allusion un peu aux personnes qui sont en politique ou qui ont des positions politiques. Qui ont charge. Oui, qui ont des charges politiques. Mais ils ne sont pas forcément des leaders. Mais comment? Comment est-ce qu'on peut être politicien en charge et ne pas être leader? Bon, au fait, d'abord, être leader, on ne le décrète pas par un arrêté ministériel ou par je ne sais quel niveau de décision. Le leader, c'est d'abord quelqu'un qui observe dans sa communauté et qui constate qu'il y a un besoin. Et lorsqu'il constate qu'il y a un besoin, il prend la résolution d'en apporter la réponse et la solution. Pas seul, mais en mobilisant sa communauté et en influençant les autres vers cette direction-là. Et lorsque vous regardez cette maigre définition que je viens de donner, c'est à vous de voir si tous les politiques que nous voyons sont leaders. Vous savez que nombreux, ils sont parce qu'ils veulent avoir une position, une renommée, une rémunération, ils veulent avoir des ressources, mais ce n'est pas forcément parce qu'ils veulent apporter des réponses aux besoins de la société et de la communauté. Parce que c'est au fait à la communauté, c'est au fait à la population de dire si quelqu'un est son leader ou non. Parce que la seule façon de le savoir, c'est de voir si cette personne-là vous influence dans le sens d'apporter des réponses et des solutions aux problèmes de la communauté. C'est ça la définition des leaders. Tous les autres, ils sont autre chose. On peut les appeler politiciens, on peut l'appeler député, ministre, honorable, excellence, mais pas nécessairement leader. Il découle de ce que vous venez de dire là, n'est-ce pas, une autre nature, un autre statut de leader que je peux qualifier de leader de position. Donc, ceux qui ne sont là que pour se positionner par rapport aux visionnaires. Donc ça veut dire que la plupart de ces politiciens que nous voyons aujourd'hui, même certains leaders ecclésiastiques, ne sont là que pour se contenter de la position que la société leur offre, ou que le pouvoir leur offre aussi. Bon, il faut dire que quelqu'un peut être réellement un bon leader et arriver aussi à trouver une position dans la société. J'aime bien un exemple biblique des juges, de la période des juges en Israël. Cet exemple a toujours beaucoup touché mon cœur. Vous savez, après la mort des patriarches qui étaient Josué, Moïse et les autres, Israël n'avait pas une administration, il n'avait pas de roi. Et jusqu'à ce que Dieu ait, à la demande du peuple, ou un Saül. Mais entre les patriarches de l'époque de Josué, Moïse et Saül, Israël a été gouverné et dirigé par des juges. Vous savez que ces juges-là n'ont pas été élus. Vous savez que ces juges-là n'ont pas été désignés par quelqu'un. Mais chacun, à son époque, a constaté des besoins dans sa communauté. Il s'est levé et il a mobilisé et influencé les autres pour apporter des réponses aux besoins de la communauté. Donc, aujourd'hui, est-ce la démocratie fait de quelqu'un nécessairement un leader? La réponse est non. Parce que quelqu'un peut être le mieux élu, mais sans qu'il ne soit les leaders qu'il faut pour la communauté et sans qu'il l'ait. Et d'ailleurs, nous avons souvent cette expérience-là à différents niveaux, à plusieurs niveaux, où on voit des personnes qui ont été élues, qui ont passé 1, 2, 3, 4 mandats, sans qu'ils aient influencé positivement ou apporté des réponses aux besoins de leur communauté. C'est très important, c'est ce que nous sommes en train de remarquer en RDC. C'est comme si les leaders, au niveau de notre pays, n'arrivent pas vraiment à canaliser les aspirations des populations. Ils ne font pas ce que le peuple veut. Alors que tout à l'heure, là, l'exemple de la Bible nous a fait comprendre que, même à un certain moment, Dieu s'était plié
aux besoins de la population, cette inspiration de la population qui voulait absolument un roi. Mais c'est comme si aujourd'hui, les leaders congolais, les leaders politiques n'arrivent pas à donner aux Congolais ce dont ils ont besoin, effectivement. Oui, c'est là justement l'importance de la planification et d'avoir des leaders visionnaires. Vous savez, on ne peut pas continuer à faire les choses de la même manière, d'agir de la même façon et penser obtenir des résultats contraires. Tant qu'on agit de la même manière, on va atteindre les mêmes résultats. Et vous savez, en leadership, on nous dit, quand vous échouez de planifier, cela signifie que vous planifiez d'échouer. Donc le simple fait que vous n'avez pas planifié, que vous avez échoué de planifier, cela signifie que vous planifiez vous-même d'échouer. Cela signifie qu'aujourd'hui, quelqu'un peut avoir une position, mais s'il ne planifie rien, cela signifie qu'il planifie son échec pour demain. Nous ne ferons que constater qu'il y a eu échec. Ok, alors j'aimerais partager un peu avec vous cette observation, n'est-ce pas, pour en ce qui concerne les leaders beaucoup plus politiques dans notre pays, beaucoup d'autres leaders dans d'autres secteurs, n'est-ce pas, et quand ils aspirent à cette position, n'est-ce pas, au positionnement auquel on a fait allusion tout à l'heure là, ils sont vraiment collés à la population. C'est la population, ils promettent la population, mais dès qu'ils obtiennent le positionnement, la position, c'est comme s'il y a une cassure totale. Je sais pas. Donc c'est comme si les leaders aujourd'hui font chevalier seul et la population ne suit pas. Donc il n'y a pas d'influence de ces leaders-là sur la vie, sur la population. Oui, en fait, lorsque cette personne qui a la position n'a pas une vision claire de sa propre communauté, n'a pas une vision claire de sa société, de sa commune, de son territoire, de sa province, de sa nation, lorsque la vision n'est pas claire, il ne peut pas non plus mobiliser les gens autour de lui. Parce que lui-même, d'abord, doit être éclairé par ce qu'il veut faire réaliser pour son peuple. C'est alors qu'il peut les mobiliser autour de cet idéal. Et il y a des étapes nécessairement qu'il faille franchir pour arriver à mobiliser tout le monde, tout le peuple, toute la communauté autour de cet idéal que vous voulez porter, pour lequel vous voulez être porteur ou leader au milieu d'eux. Ouais. Disons, je comprends un peu ce que vous êtes en train de dire là, mais ce qu'on observe dans notre milieu, c'est comme si la population, n'est-ce pas, par rapport aux leaders, la population qui est liée aux leaders, c'est beaucoup plus par un esprit de fanatisme, ou même aussi un élan de, comment on appelle cela, du tribalisme. Donc, c'est-à-dire, on se colle à un leader, on suit son parcours pour autant qu'il soit de mon coin, pour autant qu'il puisse, en quelque sorte, me donner à manger. Ce qui fait que parfois, lorsqu'il y a campagne, ceux qui veulent aspirer au poste, plusieurs fonctions, brandissent beaucoup plus à manger la population. Donc ça veut dire que la population aujourd'hui ne peut suivre qu'un leader qui lui fait manger. Bon, en fait, ce qui se passe dans la logique de chez nous, en fait, ce qui se passe chez nous au quotidien, à chaque échéance électorale, c'est que nous avons une multitude de candidats. D'ailleurs, le nombre de candidats est toujours croissant, toujours grandissant. Mais la constance qu'on a depuis des années, c'est que tous ces nombreux candidats ne viennent pas avec un projet de société, avec une vision claire de la société. Ce qui fait qu'aujourd'hui, moi j'ai le privilège d'avoir quelques amis qui sont politiciens ou qui ont été candidats ou qui ont été élus ou des trucs comme ça. Dans la majorité des cas, lorsque nous échangeons, nous arrivons toujours à constater qu'il y a ce déficit-là visionnaire. Et que c'est beaucoup plus des gens qui se battent pour avoir une certaine position. Mais ce n'est pas trop tard. Aujourd'hui encore, on peut travailler, même auprès des élus, auprès des personnes qui ont des positions, pour les aider, pour les former, pour les coacher en leadership, pour qu'ils puissent être capables
d'avoir une vision claire de ce qu'ils doivent faire pour leur communauté. Et la population qui court et danse ou qui cherche à manger ou à boire derrière les différents candidats lors des campagnes, ça c'est une conséquence directe de la mauvaise gouvernance globale qui fait que la population, au lieu de fixer ses regards aussi vers son futur, vers son avenir, veut résoudre son problème d'aujourd'hui, du ventre. Il veut manger son pain aujourd'hui et tout de suite. Mais tout ça, c'est pourquoi? C'est parce qu'on ne lui a jamais proposé comment manger son pain de demain, d'après-demain, ou comment ses petits-fils mangeront le pain. Oui, parfois, on est étonné de voir qu'un leader, n'est-ce pas, qui commet des énormités, qui est fautif, mais toujours soutenu par sa population, par sa base, quand bien même que les faits mis à sa charge sont tellement flagrants que sont flagrants, mais sa base continue à le soutenir. Bon, ça c'est tout à fait conjoncturel. Parce qu'au fait, lorsque vous dites que sa base continue à le soutenir, ce qui se passe, c'est que la population ne compte pas ou ne compte plus sur des solutions collectives que vont apporter les dirigeants ou les politiques pour résoudre les vrais problèmes des sociétés, pour apporter des réponses aux besoins des communautés. Ce qui fait que les gens estiment que la façon la plus sûre de trouver tant soit peu de réponses à leurs problèmes, c'est d'avoir quelqu'un des siens qui a une position sociale, une position économique, et qui peut directement résoudre son problème lorsqu'il a un enfant malade, lorsqu'il ne sait pas envoyer son enfant à l'école, il sait chez qui il peut aller mendier. Et une des personnes les plus sûres qui peut lui donner ça, c'est quelqu'un de son clan, de son territoire, ou de sa tribu qui a été élu. Mais si la même personne pouvait se dire que j'ai besoin d'un leader qui peut, pour nous, pour la communauté, rendre accessibles les soins de santé. Alors, dans ce cas-là, la population serait aussi amenée à faire le choix des gens qui ont des vrais programmes et des vrais projets de société, parce qu'il sait que la solution à la problématique des soins de sa famille ne seront plus dépendantes de l'élu de sa tribu, mais parce que déjà la communauté aura mis des mécanismes et des structures et des infrastructures permettant à tout le monde d'avoir accès aux besoins sociaux de base. Donc c'est un peu cela le problème. C'est faute c'est-à-dire que ces gens qui le font, ils sont au fait désespérés. Ils pensent que pour eux c'est la seule solution. Et pourtant cette solution-là est la solution la moins durable, la moins convenable. Nous devions apporter des solutions globales et collectives aux besoins de nos communautés. Alors, quels sont les moyens dont dispose le leader visionnaire par rapport à l'accomplissement de sa mission, Dr. Fouelou? Bon. Les moyens, d'abord, sur le plan humain d'abord, sur le plan humain, sur le plan technique, et sur le plan aussi financier. Quels sont les moyens dont qu'il peut utiliser, n'est-ce pas, pour asseoir sa vision? En fait, pour qu'un leader puisse asseoir sa vision, il faut d'abord qu'il ait lui-même pris conscience d'un besoin dans sa communauté. Et lorsqu'il prend conscience d'un besoin dans sa communauté, il faut maintenant qu'il puisse s'asseoir et réfléchir, qu'est-ce que je dois faire, donc il doit planifier. Et pour cela, il doit déterminer les objectifs. Qu'est-ce que je voudrais bien faire? Quelqu'un peut dire, je suis de Massamanimba, je voudrais bien que dans mon territoire, il y ait un dispensaire tous les 50 km. Et lorsqu'il a un objectif précis, il essaie maintenant de faire l'évaluation. Il fait une évaluation interne pour voir de quoi il dispose. Il fait une évaluation externe, qu'est-ce qui peut lui être apporté. Il fait une évaluation que je peux dire présente pour voir un peu dans sa communauté quels sont les problèmes de santé qui se posent. Là, je prends un exemple d'un centre de santé. Et puis, il fait une évaluation
aussi par rapport au futur. Il se dit, bon, aujourd'hui nous sommes à 20 dans les villages. Dans 5 ans, dans 10 ans, il y aura 50 enfants qui vont naître. Donc nous ne serons plus 20, nous serons à 50. Donc il se projette aussi sur les futurs. Et par la suite, il doit prioriser les besoins. Il doit savoir par où commencer. Quel est le besoin qui est primordial? Parce qu'il y a plusieurs besoins. On ne peut pas tout embrasser à la fois. Il dit par où dois-je commencer. Et puis par la suite, il doit se poser des bonnes questions. Des bonnes questions. Des bonnes questions, c'est-à-dire? Parce que par bonne question, il veut apporter une réponse aux besoins de la communauté. Je vais te donner une question simple. Où faudrait-il, dans notre territoire, installer une école, la première, si nous n'avons de fonds que pour une école? Si nous en avons pour 2, quel est le meilleur endroit pour les mettre? On a prévu 8 écoles, mais finalement, on a des moyens que pour une seule école. Une seule école, voilà. Et on se pose la bonne question de savoir, mais c'est où qu'il faut placer cette bonne école? Et vous pouvez vous rendre compte... Mais dans les territoires du leader. Non, c'est ça. C'est ça qui se passe maintenant. Donc, il faut le mettre là où il est pour justifier un peu son positionnement. Donc le vrai leader territorial ne va pas les mettre essentiellement dans son village. Il pourra se rendre compte que dans leur territoire, ils ont 5 écoles secondaires et qu'il y en a 4, et que parmi les 5, il y en a 4 qui sont distantes l'une de l'autre de 50 km, mais il peut se rendre compte qu'il y a un secteur dans son territoire qui est distancé près de 150 km et qui n'a pas une école. Donc, la bonne question, c'est de savoir à quel est le meilleur endroit, et là, il va savoir à quel endroit il faut le mettre. Et c'est ça, un bon leader. Il ne va pas les mettre nécessairement dans son village. Donc là c'est les soucis collectifs, quoi. Ouais. Pas individuel. Pas individuel. Okay. Pas tribal. Pas juste au niveau de son clan. Et puis le leader va communiquer. Il va communiquer avec toute la communauté sur ce qu'il voudrait faire, sur l'intérêt de tous et de chacun, pour que les uns les autres, pour que tous puissent adhérer à ce programme et à ces projets. Et dans cette communication-là, ça doit être une communication claire. Il faut que les gens comprennent. Il faut que les gens adhèrent. Il faut que cette communication-là puisse susciter la confiance auprès de l'opinion au niveau de tout ça. Et puis, il doit aussi, avec la communauté, identifier tout ce qui peut être comme obstacle pour savoir avec eux comment on devra les contourner. Et par la suite seulement, il va maintenant affecter les ressources, que ce soit les ressources financières, matérielles, pour arriver à réaliser ce projet. Et c'est vers la fin maintenant qu'il va se mettre à piloter ce projet, ce programme, pour le bien-être communautaire. Évidemment, au fur et à mesure qu'il avancera, le bon leader doit aussi évaluer. Et alors, parce que nous parlons des caractéristiques, des moyens de mise en place de la vision des leaders visionnaires. En fait, on a constaté aussi dans notre territoire, dans notre société, qu'il y a quand même des leaders visionnaires. Il fait une bonne analyse des besoins de la société, il fait des bons projets, mais dès qu'il y a financement, il n'y a pas de réalisation. Combien de projets qui étaient destinés à l'amélioration du bien-être de la communauté n'ont pas été mis en œuvre parce que le leader qui a bien fait présenter son étude, il a trouvé des financements, mais ça ne s'est pas réalisé ou réalisé à 30 à 20% puis abandonné. Ça, c'est aussi un danger, un obstacle, n'est-ce pas? Oui, ça, c'est un réel danger parce que lorsqu'on réalise un projet, il faut qu'il y ait des évaluations aussi à mi-parcours. On ne va pas attendre la fin du délai pour venir constater que ça n'a été réalisé qu'à 10%. Au fait, lorsque vous voulez construire une école primaire avec 6 classes en milieu rural, vous savez que lorsque vous avez entre 30 000 et 40 000 $, vous pouvez construire une école primaire en milieu rural, en matériaux durables. Et lorsque vous vous dites que vous avez le budget et que vous voulez construire l'école en 6 mois, en 12 mois, déjà vous devez avoir une planification de l'exécution des travaux. Les architectes seront capables de vous dire
quelle est la durée qu'il faut pour la fondation, pour les grosses œuvres, pour les finitions, pour acheminer les fers à béton ou les ciments jusqu'au territoire, quelles sont les contraintes. C'est toute cette étude-là qui est faite en amont. Et vous devez avoir des ingénieurs à pied d'œuvre ou des personnes qui doivent contrôler l'exécution du projet et qui pourront vous dire, dès qu'on aura dépensé et dès qu'on aura mis à disposition les premiers 10% ou 20% de la somme, pour vous dire non, ça ne sert à rien de continuer à décaisser parce que le montant décaissé pour la fondation n'a jamais été totalement utilisé pour la fondation. Donc on a le temps de rectifier les tirs, de corriger, de reprendre ceux qui se conduisent mal, et le temps pour que, s'il faut sanctionner, on puisse aussi les faire, pour ne pas attendre simplement la dilapidation de toutes les ressources, et par la suite se rendre compte que le projet n'a pas été réalisé. Malheureusement, c'est souvent le cas ici. Ça veut dire qu'il y a quand même des leaders visionnaires, mais il se pose un problème donc de l'attitude, de caractère, aussi d'intégrité. Problème de moralité, probité morale aussi, ça compte pour un visionnaire. Oui, c'est là compte pour un leader visionnaire. Déjà, lorsque quelqu'un est réellement leader et qu'il est réellement un leader visionnaire, la probité morale, l'honnêteté, tout cela, c'est des choses qu'il a déjà en amont. Parce qu'il est mu par le souci de sa communauté, par les besoins qu'il a constatés. C'est déjà par amour, par compassion pour les autres, qu'il se met au-devant d'eux pour les amener à améliorer leurs conditions. Donc déjà, lorsque quelqu'un se positionne comme leader et que par la suite, il n'est pas bon gestionnaire ou qu'il détourne les deniers publics, c'est déjà quelqu'un qui a dû passer au travers le filet du choix. Oui, nous sommes en train de cheminer petit à petit vers la fin de cette émission. J'aimerais un peu que, docteur, vous puissiez nous dire que faire pour être un leader visionnaire. Que faire? Quel est l'ensemble des attitudes, du caractère, des aptitudes, des compétences qu'on doit avoir pour devenir un leader visionnaire? Vous savez, d'abord, en termes de... Je vais commencer d'abord en termes de compétences. Vous savez, pour être un leader visionnaire, il ne faut pas nécessairement avoir des grandes qualifications, peut-être universitaires ou quoi, bien que les études sont vraiment un atout. Je crois à l'importance de l'intelligence, de la compétence, de la formation. Je crois à l'école. Mais nous avons vu, même dans nos communautés rurales, des gens qui ont été des leaders visionnaires pour leur communauté sans qu'ils n'aient su à lire ou à écrire. Donc cela signifie que le point de départ pour les leaders, ce n'est pas sa capacité, ce n'est pas son niveau de formation. C'est sa personnalité au niveau de son cœur. C'est sa capacité de constater qu'il y a un besoin dans sa communauté et de se lever pour apporter la réponse à ce besoin-là de sa communauté. Et c'est vrai que lorsqu'il a des capacités, des compétences qui peuvent lui permettre de mieux organiser, de mieux gérer, de mieux administrer, cela est un atout majeur. Mais s'il n'a pas le cœur aux besoins de sa communauté et s'il n'a pas la détermination de se donner soi-même pour y apporter la réponse, même s'il est compétent, même s'il a des capacités ou des gros diplômes, il n'y arrivera pas. Vous savez, aujourd'hui, les personnes qui sont peut-être moins lettrées que nous dans la nation ne croient peut-être plus beaucoup à nous tous qui avons de grosses qualifications et qui parlons un très bon français. Les gens ne croient plus nécessairement à nous actuellement. Ouais. C'est parce que nous n'arrivons pas justement à apporter des réponses, des solutions aux besoins de nos communautés. Mais j'ai l'impression que avec les cursus académiques, les formations de chaque personne là, on connaît quand même les besoins, on connaît quand même les ressources qu'il faut utiliser.
Mais le problème, c'est beaucoup plus au niveau de la probité morale, parce que même la Bible dit, c'est lui qui connaît les biens qu'il doit faire, mais ne les fait pas comme un péché. Ce n'est pas que les Congolais ne savent pas ce qu'ils peuvent faire pour développer le pays. Ils le savent. Il y a des docteurs pour ça. Il y a des chercheurs. Exact. Il y a beaucoup de gens qui le savent. Pourquoi la mise en pratique pose un problème? Il y a un problème d'instabilité psychologique, morale. Je ne sais pas ce qui se passe. On en a les bagages intellectuels. Oui, vous savez qu'il y a des gens qui ont la qualification, oui, et qui ont aussi parfois la probité morale, mais qui ne sont pas nécessairement de bons leaders. Parce qu'ils n'ont pas pu identifier dans leur communauté le besoin des populations, et ils n'ont pas pu s'élever pour porter le projet, pour conduire la communauté à la réalisation de son bien-être. Tu remarqueras que je suis toujours en train de revenir à ce point-là, parce que c'est ça le point de départ. Donc le point de départ, ce n'est pas le fait qu'il ait un diplôme. Quelqu'un peut avoir son diplôme, quelqu'un peut avoir la probité morale, il peut être même un pasteur, hein, et qui craint Dieu, qui rempli du Saint-Esprit, qui parle en langue, mais sans qu'il ne puisse être capable d'avoir identifié le besoin de sa communauté et de se lever pour porter ce programme, ce projet pour le bien-être de la communauté. Et par exemple, dans notre société, dans notre ville ici à Kinshasa, nous voyons qu'il se pose le problème des embouteillages. Parce que, apparemment, on a l'impression que c'est vraiment un problème qu'on ne peut pas résoudre, insoluble. Je ne sais pas. On connaît ça. Les problèmes d'insalubrité, mais il y a des leaders. Mais écoutez, mais c'est un peu décourageant, c'est un peu marrant. Donc, c'est comme si on a des leaders, mais qui n'arrivent pas à mettre en pratique toutes leurs compétences. Est-ce que c'est un problème de système? Il y a une force, je ne sais pas, diabolique, démoniaque, qui font que parfois, on n'arrive pas à donner des solutions aux problèmes beaucoup plus évidents, le problème qui se pose de façon criarde, évidente, mais on s'en accommode. En fait, chaque fois qu'il y a un problème de la société, il faut toujours rechercher ce qu'on appelle la cause racine. Oui. Si vous ne cherchez pas la cause racine en tant que leader, vous allez tourner en rond. Vous savez, quelqu'un peut dire il faut que chacun nettoie devant chez soi. C'est bon. Alors, devant chez moi, on nettoie, on rassemble les feuilles mortes, les sachets ou les bouteilles plastiques que les gens ont jetées dans la rue. Toutes ces saletés-là. Voilà, on les rassemble devant chez moi. Alors maintenant, après qu'est-ce qu'on en fait? On dit non, donc là, ce n'est plus la faute de l'occupant de la parcelle. Donc c'est la faute maintenant, on se dit, bon, il faut qu'il y ait une voirie pour ramasser. Alors maintenant, il n'y a pas de voirie. Alors pourquoi il n'y a pas de voirie? Quand si vous allez à la voirie urbaine, on va vous dire, non, on n'a pas de camions. Mais pourquoi il n'y a pas de camions? On va vous dire qu'il n'y a pas de budget. Pourquoi il n'y a pas de budget? Donc il faut remonter jusqu'à la cause racine. Wow. Il faut remonter à la cause racine pour apporter une solution définitive. On a vraiment besoin de l'idée. Voilà. Alors, on a vu dans plusieurs marchés, il arrivait un moment, on dit samedi de 8h à 10h, le marché est fermé, on nettoie. On nettoie d'abord. Alors, chacun nettoie devant chez soi. Mais qu'est-ce que ça avait comme résultat? Le résultat, c'est qu'on a mené toutes ces saletés vers un point central et ça constituait finalement des montagnes, des tonnes et des tonnes d'immondices. Finalement, ça a été beaucoup de nourriture pour les souris, les lézards, les cancrelats et autres, je ne sais pas, au point où l'insalubrité n'a fait que grandir. Donc nous devons, dans le problème des sociétés, être capables toujours à identifier les causes racines et être capables d'apporter les solutions pour que la solution puisse être la solution la plus durable possible. Docteur Feuleux, est-ce qu'un leader visionnaire peut aussi se tromper? Oui. Alors, si c'est trompé, il peut se tromper. Comment doit-il s'y prendre pour, n'est-ce pas, corriger l'erreur qu'il a commise? En fait, je parle d'un constat. Vous savez que dans notre pays, il y avait 11 provinces. Ouais. Bon, une certaine vision nous a fait croire qu'il faut multiplier des provinces de telle manière qu'on se rapproche de la population, avec cette forte décentralisation. Mais on se rend compte que plus de 10 ans après, quand je passe à Kenge, je vais toujours Kenge, quand je passe à Massimanima, il a toujours ce qu'il a été. Ouais. Finalement, on s'est dit, c'était vraiment une vision qui devait répondre aux aspirations de la population, ou bien c'est un problème de mise en pratique de la vision?
Là, si on se trompe, comment corriger une telle situation? Au fait, le leader visionnaire peut se tromper. Parce qu'au fait, lorsqu'on est leader, lorsqu'on est responsable, on doit prendre des décisions. On ne peut pas garantir, en tant que responsable, que 100% des décisions que l'on prendra seront les meilleures. Mais l'essentiel, c'est surtout que la majorité des décisions soient les meilleures et les bonnes. Et qu'on soit capable d'identifier les décisions que nous avons bel et bien prises, mais qui n'ont pas porté les résultats, savoir s'arrêter, c'est ça le besoin de l'évaluation, pour rectifier les tirs. Le leader ne peut pas se gêner. S'il avait pris une décision et qu'il s'est rendu compte que cette décision n'a pas été porteuse des résultats attendus, c'est dire, je me suis trompé, et puis on change de direction. Alors, dans le fait de s'entêter, de continuer à agir de la même manière, va produire le même résultat. Le résultat ne changera pas. Alors là, il n'est plus un leader visionnaire, mais c'est un leader qui amène la communauté à un suicide collectif. C'est un peu ça, malheureusement. Ça veut dire qu'il faut d'humilité, il faut une bonne dose d'humilité quand on est leader visionnaire. Sinon, à faute d'humilité, on verse dans l'humiliation. Alors, docteur, nous sommes vers la fin de cette émission. J'aurais voulu que nous puissions parler un peu d'un projet, j'espère que je trouve un peu visionnaire pour le futur du Congo. Vous êtes secrétaire général de Congondé, n'est-ce pas? J'ai vu que c'est une structure qui est beaucoup plus futuriste et qui est visionnaire, et qui ne s'arrête pas seulement aux réalités du Congo aujourd'hui, mais on va même au-delà d'une cinquantaine d'années. Est-ce que ça aussi, ça fait partie de nos préoccupations de leader visionnaire, n'est-ce pas? Et essaye un peu de nous parler de cette structure-là, Congondé. Bon, il faut dire que, effectivement, je suis membre d'une ASBEL qui s'appelle Congondé. Congondé est une société d'intelligence stratégique. Société d'intelligence stratégique. Société d'intelligence stratégique. C'est-à-dire ensemble de personnes qui réfléchissent pour le pays. Stratégiquement. Qui réfléchissent stratégiquement et intelligemment. Non, c'est un ensemble de leaders visionnaires. Oui. Parce que, au fait, vous savez, il est important que dans chaque nation, il y ait une poignée d'élites qui peuvent réfléchir, faire des réflexions stratégiques. Tout à l'heure, on a parlé des causes racines de plusieurs de nos situations que nous vivons. Mais il est important de réfléchir intelligemment et stratégiquement pour se projeter dans un futur meilleur pour tous. Et au niveau du Congondé, une société d'intelligence stratégique pour notre pays, nous réfléchissons déjà et nous travaillons sur le Congo que nous voulons. La première d'année. À ce jour, nous travaillons sur un projet de nation du Congo que nous voulons du Congo que nous avons au Congo que nous voulons à l'an 2060. Vous savez, en 2060, notre pays aura 100 ans d'indépendance. Mais nous, vous ne serez plus en vie, nous, on ne sera plus en vie, pratiquement. Justement, les leaders ne peuvent pas réfléchir et agir en fonction de son aujourd'hui seulement ou de la durée de sa propre vie. Nous réfléchissons pour la nation, pour les générations futures. Nous investissons par rapport à cela. Rendez-vous compte, que pensez-vous de nos ancêtres qui ont bâti les chemins de fer entre Kinshasa et Matadi il y a plus de 100 ans? Ça, c'est pour vous montrer comment on doit avoir une vision sur le futur. Quel Congo nous voulons d'ici 2060? Et l'année prochaine, nous pouvons dire d'ici 2061. C'est-à-dire que nous devons toujours nous projeter vers un futur meilleur, vers un futur durable, où le peuple, dans son entièreté, vit, expérimente la joie, les bonheurs que nos pères de l'indépendance ont cru être possible pour ce peuple et pour cette nation. Donc, il s'agit d'une série de projections par rapport à l'avenir d'ici une trentaine d'années, n'est-ce pas? Évidemment, il y en a qui pourront survivre jusqu'à ce moment-là. Est-ce que
C'est juste une société d'idées ou bien une société qui a assez de moyens pour pouvoir mettre en application toutes les réflexions de Congo-Ndé. Congo-Ndé a le moyen de sa politique. Le premier, c'est d'abord la détermination de ses membres, leur amour pour le Congo. Quand nous disons Congo-Ndé, c'est pour dire le Congo d'abord. Donc nous ne sommes pas là pour nos intérêts personnels et individuels, mais nous voulons collectivement réfléchir intelligemment et stratégiquement pour la nation. Lorsque aujourd'hui nous voyons notre nation, le Congo, regardez simplement géostratégiquement ce que le Congo représente en termes de sa position sur le continent, en termes de ses ressources, de sa population. Dont on ne profite pas du tout. Comment stratégiquement devons-nous réfléchir, secteur par secteur, pour que d'ici 50 ans, d'ici 60 ans, d'ici 10 ans, d'ici 15 ans, le Congo que nous allons avoir puisse être meilleur que le Congo d'aujourd'hui. Tant que nous n'aurons pas amorcé ces réflexions stratégiques, nous ne pourrons pas aller de l'avant. Et ces réflexions stratégiques que Congo-Ndé fait, ces réflexions intelligentes, cette planification sur le temps, secteur par secteur, dans le détail, nous les faisons pour le bonheur collectif. Et nous les mettons à disposition de toute personne qui peut jouer de son influence ou de sa position pour un mieux-être collectif de la communauté dès le lendemain. Donc nous voulons secteur par secteur. Si vous êtes du secteur agricole, quand on fait des réflexions intelligentes stratégiques, se projetant sur 2 ans, 3 ans, 5 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, dans ces secteurs-là précis. Et au point où si tu es, par exemple, chef de secteur dans ton territoire, nous, Congo-Ndé, nous mettons à ta disposition les outils de réflexion nécessaires pour que l'agriculture dans ton territoire puisse se développer. Qu'est-ce que l'on peut réaliser dans ton territoire, dans ton secteur, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, de façon stratégique, de façon intelligente. C'est vraiment un projet de nation, un projet de planification à long terme. Nous ne voyons pas simplement la durée de notre vie, la durée de nos différents mandats. Nous ne voulons pas un positionnement politique. Nous ne sommes pas à la solde d'un homme politique ou d'un parti politique quelconque, mais nous sommes réellement au service. Nous voulons mettre notre intelligence et notre stratégie au service du Congo. Et les dirigeants qui peuvent être politiques ou de la société civile ou à différents niveaux peuvent faire usage de nos réflexions intelligentes et stratégiques. Voilà, c'est Congo-Ndé, c'est donc un réservoir de l'intelligence stratégique pour le développement du pays. En fait, ça fait partie aussi des caractéristiques, des aspirations du leader visionnaire dont nous avons parlé aujourd'hui. Ce leader visionnaire qui est celui qui canalise l'aspiration, les aspirations de la population, qui travaille en équipe, qui sait influencer des autres pour que nous puissions tous aller vers l'avant, au-delà, en transcendant en quelque sorte les intérêts personnels, et y voir l'intérêt positif, l'intérêt de tout le monde. Merci beaucoup, Dr Felo. Je crois que nous aurons une autre occasion, n'est-ce pas, pour parler des Congo-Ndé. Moi, j'aimerais vraiment qu'on puisse aller en profondeur. Nous y reviendrons sur Congo-Ndé comme vous voulez. Pour tout le temps que vous nous avez donné pour répondre à nos questions par rapport aux besoins de cette émission, le plateau des leaders. Et vous êtes parmi les leaders sur qui le Congo compte. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup aussi à vous, très chers téléspectateurs. Nous allons nous retrouver la fois prochaine. D'ici là, portez-vous bien et continuez à suivre le programme de votre télévision chrétienne Sangwalam, 30 ans de vie. Au revoir. Au revoir.